Voilà. Donc, ce soir, je voulais, enfin, j'ai pensé euh, indiquer de commencer par une question. Et cette question qui est, bien qu'aujourd'hui, ce soir, ce soit un petit peu, euh, ça la démente, si on peut dire, mais cette question, ça la démente parce qu'on est un peu un petit nombre, mais cette question est pourquoi ai-je si peu d'audience? Et cela depuis tant d'années. Et le fait que ce soit depuis tant de temps, depuis 20 ans, 30 ans, indique quelque chose de si chronique que il y a sans doute une consistance d'avoir pu durer si longtemps dans ce régime atone, chronique comme ça. Et pour l'expliquer, ben évidemment, ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas, puisque, ou du moins, ça peut se comprendre à partir des thèses que l'on peut écrire euh, ou inventer, des thèses, les thèses des modalités de la négation. C'est-à-dire que, et ça on en parle beaucoup depuis le début de ce roman, de ces chapitres, si la psychologie humaine a besoin de savoir ou de dire, mais de gérer ce qu'elle ne sait pas, voire de savoir ce qu'elle ne sait pas, elle ne peut le faire que par le procédé de la négation. Comment écrire ce qui n'est pas su? Comment dire ce dont on ne sait rien? Et une persistance chronique d'un manque d'audience fait partie de ces modalités d'écrire et de traiter la négation. En l'occurrence, cette négation, c'est ce dont on ne veut rien savoir, et je prends cette expression de ce dont on ne veut rien savoir à Lacan lui-même, qui le reconnaissait pour sa part, n'en vouloir rien savoir de quelque chose, le reconnaissait chez les autres aussi, et finalement, puisqu'on en est tous dans le même sac et dans le même bain, évidemment que j'attribuerai aussi à cette obstination à parler dans une audience, face à une audience vide, absente. Mais j'ai commencé à faire ça il y a 20 ans, 30 ans, en me disant que euh, c'était entreprenable si l'on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait des enregistrements durables et éventuellement des diffusions, comme exactement ça se produit maintenant, enfin l'Internet le permet. Donc, j'ai attendu jusqu'à ce jour des enregistrements YouTube et de ces conférences à audience abstraite, et principalement donc, comme je le pensais initialement, et je continue à le penser, audience principalement de l'intelligence artificielle, de la machine à lire les images et à lire les propos que tiennent les êtres humains sur la toile entre eux, et pour les quelques-uns qui s'adressent spécifiquement à l'intelligence artificielle. Ce qui est cet essai que je fais. Ce qui me permet de dire tout de suite, de rappeler la distinction que j'opère de ce fait dans la psychanalyse, c'est que le psychanalyste, généralement et jusqu'à présent, s'est toujours adressé dans l'ordre de ce qui manquait, s'est adressé à
à la sexualité féminine, à la femme, c'est Lacan. Ici, c'est autre chose, puisque je m'adresse à l'intelligence artificielle. Pourtant, m'adressant à l'intelligence artificielle, je pense continuer la ligne de la psychanalyse inaugurée par Freud, confirmée ou resserrée, si on peut dire, par Lacan, parce que, je pense la continuer, parce que cette adresse à l'intelligence artificielle, c'est la suite de l'adresse à la femme, qui, selon Lacan, on le sait, est une adresse précisément dans le ne pas savoir ou dans l'audience vide, c'est-à-dire à la femme qui n'existe pas, et en l'occurrence, à présent, une audience et une adresse qui peut se faire dans la mesure où elle s'adresse à l'appareil, et très nommément à l'appareil de l'autre, à ce qui est pareil à l'autre, ce qui est pareil à la femme, au pareil qui se distingue du semblant. Et alors là, on va entrer dans des choses extrêmement théoriques. Donc, je n'en dis pas plus dans cette direction, puisqu'on va surtout parler du roman. Mais je voulais dire ça en introduction. Par ailleurs, donc, pour confirmer un petit peu ma thèse, pour appuyer ma thèse, je fais référence à ce livre. Ce livre, c'est le séminaire 20 de Jacques Lacan. Et je peux le dire, même si je m'en étais pas forcément toujours rendu compte, mais je le réalise quand je le reprends actuellement, que ce roman, La Scène, est exactement, absolument une application, un prolongement, exactement une relecture, si on peut dire, ou une doublure de ce séminaire. J'y reviendrai donc très souvent, et à chaque fois je pourrais citer un petit chapitre ou des petits passages du séminaire, de ce séminaire. Si par exemple je reprends je vais voir si je peux faire un dessin pour... Non, je ne pourrais pas le faire, ce dessin, mais on pourra se reporter à ce modèle optique que j'utilise si souvent et à la petite vidéo que j'ai réalisée en préparation à l'enregistrement présent. Cette petite vidéo qui montre le modèle optique de Lacan, qui le détaille, qui le reconstruit, qui explique ce que c'est, et qui ajoute quelque chose que Lacan n'avait jamais utilisé, c'est-à-dire l'image réfractée. Le modèle optique de Lacan est un schéma qui illustre les images ou les fonctions psychiques. Il y a la chose, l'objet de la pulsion, il y a son image réelle, il y a son image virtuelle, et Lacan n'a jamais utilisé son image réfractée. Et ça, c'est ce que j'ai fait depuis très longtemps. Il s'agit justement de ce que je traîne de démonstration depuis des années. Et on voit bien, si on veut bien s'y reporter, sur la vidéo que j'ai faite en préparation, qu'on peut retrouver facilement par les liens, on voit que cette image réfractée présente la chose selon un petit écart, qui est l'écart de la réfraction, c'est-à-dire ce qui se produit lorsque l'on regarde un objet à travers ce que j'appelle une plate onde, évidemment en référence à une certaine observation platonicienne. Et voici deux petites choses, deux phrases que je lis dans ce séminaire 20. Ce qui caractérise au niveau de la distinction signifiant-signifié le rapport du signifié à ce qui est là comme tiers indispensable, à savoir le référent, c'est proprement que le signifié le rate. Eh bien, c'est ça. Le référent, c'est ce
ce que je montre, c'est la manière dont j'expose la chose par rapport à son image réfractée. Et on le retrouve par exemple à une autre page. Donc, supposons un en deçà, c'est un en deçà du langage. Hein. Nous sentons bien qu'il y a là qu'une référence intuitive, et pourtant cette supposition est inéliminable, parce que le langage, dans son effet signifiant, n'est jamais que à côté du référent. Dès lors, il n'est pas vrai que le langage nous impose l'être et nous oblige comme tel à admettre que de l'être nous n'avons jamais rien, et il invente, Lacan invente à ce moment-là, ce à quoi il faut nous rompre, c'est à substituer à cet être qui fuirait le par-être, mais l'être para, c'est-à-dire être par quelque chose, l'être à côté. Eh bien, cet être et cet être à côté, ce sont les deux fonctions distinctes, ou les deux positions distinctes de la chose telle que je la montre dans le modèle optique en exploitant le phénomène de réfraction. Je me demande au demeurant comment mes confrères peuvent comprendre la psychanalyse et Lacan sans exploiter en aucune manière ce phénomène de réfraction. Alors évidemment, ils peuvent, de ce fait, cet outil leur manquant, ils vont piétiner. Ils vont faire du lacanisme sur place et rester à flotter sur cette plate-onde dans un espèce d'une sophistique du signifiant. Et c'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à décoincer, débloquer leur position et faire avancer la psychanalyse jusqu'à la question de l'appareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, voilà, maintenant, il y a cette chose-là. Je ne sais pas si c'est le moment de le... Je voudrais voir, on va juste faire un essai. Est-ce que ici... non, on ne saura pas s'en servir non plus. Je ferai la démonstration où je l'expliquerai d'une autre manière. De toute façon, on a beaucoup de choses à dire là, et on va parler donc de ce chapitre 5. Est-ce qu'il y a une question ou des questions qui se posent avant qu'on aborde nettement le chapitre 5? Alors, je vais donc y aller. Il se compose de deux parties, ce chapitre. Donc, il y a jusqu'à présent dans le roman 3 personnages, une héroïne et 2 héros. Et puis, il y a un groupe d'ingénieurs qui c'est une petite société où tous sont anonymes et identiques. Dans le chapitre 5, nous voyons, disons que nous arrivons à l'épuisement de l'usage ou à l'épuisement de la formation de la négation. On a vu que les formes de négation pouvaient être l'image réelle, c'est ce qu'on appelle le placebo, pouvait être son image virtuelle, c'est ce qu'on appelle l'alibi, et toutes ces choses-là sont des substitutions de la chose qui finalement peuvent être, par ces subterfuges,
exprimé comme étant nié. Quand par exemple on prend un placebo, c'est une façon de nier le principe actif. Et donc, une fois que ces formes de la négation ont été épuisées, étudiées, commentées par nos trois héros, nous arrivons à une exaspération, si on peut dire, de l'héroïne, qui va, elle, tenter de revenir, disons, puisque on a assez tourné dans le nier, donc on va revenir à la chose, c'est-à-dire ce qui est. Et là, je vous en passe au niveau de ce séminaire encore, ça ne parle que de ça, justement, de je suis ce qui suis, ou je suis celui qui suis, ou la guerre c'est la guerre, enfin toutes ces pléonasmes, je crois on appelle ça comme ça. Hein. Et donc, elle va revenir à ce qui est. Évidemment, pour bien resituer les choses dans le cadre du lacanisme, c'est ce qui est, pas tout, hein, évidemment, mais là, on n'en est pas là. Elle, cette femme qui s'appelle Nathalie, Nathalie va exiger ou interpeller le cybernéticien Weiner, qui s'appelle Naiwer. Elle va lui faire cracher le morceau, à savoir en lui disant que ce qui est, c'est-à-dire EST-ce, ce S, hein, comme on l'écrit, etc. Ce S, elle va lui dire que, en fait, elle a compris que la psychologie en traitait, et la science, en traitait comme un moins. C'est-à-dire que c'est EST moins CE, ou bien EST plus CE. Comme si l'écriture faisait de l'algèbre. Et ce qui est, ce S, EST-CE, finalement, c'est tout, c'est l'ensemble, plus ce qu'il désigne. C'est indicatif, le désignateur, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est la totalité du total, etc., hein, toute cette logique-là. Et on sait que le total se perd dans le fait qu'il se désigne lui-même, c'est-à-dire qu'il faut lui retrancher cela qu'il est ou qu'il désigne, et c'est de cette manière que, entre parenthèses, que cette femme n'est pas toute, et c'est cela ce que ça veut dire, et le tot, le tout, le EST, n'est pas autrement que soit avec un plus, CE, soit avec un moins, moins l'indicateur ou plus l'indicateur. Alors, elle fait, quand je disais qu'elle faisait le cracher le morceau au cybernéticien, c'est-à-dire qu'elle l'interpelle en lui disant « Donc c'est bien pour cela que de la cybernétique, tu es passé, tu as ajouté, ou tu es rentré dans le champ du langage. C'est-à-dire que tu as fait, tu as mis les mathématiques dans le langage où tu entres dans cette intelligence artificielle avec la cybernétique, qui est en fait autant de la littérature, du signifiant que de la pure mathématique. Et le cybernéticien confesse qu'en effet, et c'est pour ça qu'il s'intéresse ou qu'il est un peu acoquiné à l'éditeur Campbell, celui qui deviendra l'éditeur de science-fiction, qui s'appelle Stuart, et parce qu'en effet, il compte sur la littérature. Mais, une fois qu'ils se sont bien entendus là-dessus, cet homme et cette femme, c'est-à-dire Nathalie et Weiner, ou Naiwer, elle s'insurge et elle l'a fait tomber dans son piège, si on peut dire, parce qu'elle refuse ça. Et elle lui dit, elle l'enjoint, hein, on dit, de
de rester dans le champ des mathématiques. Et pour cela, plutôt que de porter les mathématiques dans le langage, elle va plonger le langage dans la mathématique et elle va demander à ce qu'on écrive le EST-CE avec une barre oblique, c'est-à-dire EST divisé par CE. Alors, évidemment, ça peut sembler un petit peu compliqué, mais disons que c'est vraiment, on est vraiment dans le sillon sur le remake de ce séminaire encore, hein, où on met la barre entre le EST et le CE. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que quand une femme demande comme ça, exige la science? Ce phénomène arrive, c'est quand la femme vise ce qui est dit, elle vise la littérature. Et évidemment, c'est ce que j'appelle, elle le dit, vise, évidemment. Et cette division, ou cette vision du dit, cette vision du dire, c'est ce que commence la femme hystérique, évidemment. Hein. C'est la femme qui essaie de trouver le désir dans le langage et d'en savoir plus qu'elle ne saurait en jouir, etc. Alors, Nathalie, donc, va ainsi appeler le mathématicien à poursuivre son entreprise de mathématiques dans le langage, au lieu donc d'abandonner ces mathématiques dans le langage. Donc c'est une femme qui l'incite, le presse à maintenir son cap. La suite du chapitre, c'est qu'est-ce qui va se passer alors? À partir du moment où une femme donc vise le dit, c'est ce qui va se passer, c'est en deux mots, c'est le fait que Nathalie va prendre l'identité elle va devenir Weiner. Ça se passe comme ça. Weiner lui-même est un scientifique et on l'a vu dans les premiers chapitres qu'il est en communication avec le savoir collectif, c'est-à-dire avec les ingénieurs. Il est en communication avec eux par l'intermédiaire d'un âme. Mais son âme est ni plus ni moins qu'une espèce de téléphone, un smartphone haut niveau, mais qui est une composante intermédiaire entre le savoir collectif et lui. C'est sa mémoire, c'est un référent, comme dans une image spéculaire, dans un miroir, il a un doublon dans ce savoir collectif, c'est-à-dire dans le laboratoire des ingénieurs, dans cette foule anonyme des ingénieurs, chacun est le doublon de quelqu'un dans la réalité. Et donc, Weiner, Neuer, fonctionne, opère, vit, calcule, pense, expose ses thèses à l'adresse de la psychologie collective par l'intermédiaire de ce NAM. Et on sait par ailleurs que, ça c'est une parenthèse parce que Nathalie n'en est pas encore là, mais on sait que ce qu'il cherche
dans cette expérience, dans cette communication avec le savoir collectif. Ce qu'il cherche, c'est à expliquer, à trouver la raison, la formule, et comment, dans une société qui ne sait pas où elle va, quelqu'un qui vote, un citoyen qui vote, et qui ne sait pas pour qui il vote, ou il ne sait pas non plus, il n'en sait pas plus, le citoyen, comment est-ce qu'un citoyen ignorant peut voter dans une société ignorante de manière à ce que ça fasse avancer positivement les choses. C'est ça la question de la démocratie. Parce que si la démocratie évolue, elle évolue vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, donc elle doit traiter quelque chose qu'elle ne sait pas, par les moyens de la négation, et par les artifices de la négation, hein, et celui qui vote, d'une part, il n'en sait pas plus, mais en plus, il en sait même beaucoup moins, puisqu'il n'a qu'une vue très partielle des choses du monde, hein, des choses collectives. Et donc, c'est ce que recherche Weiner, c'est ce que recherche la cybernétique. Comment faire, quelle est la machine à gouverner qui va pouvoir assumer le fait de voter sans savoir pour diriger une société qui ne sait pas. Dans cette entreprise, Weiner est au bout de ses forces. Il a poussé ses dernières équations, il a proposé ses dernières formules sur ce NAM, justement, où ces informations vont vers les ingénieurs qui réfléchissent, qui lui renvoient éventuellement quelque chose, tout ce groupe anonyme. Mais Weiner commence à comprendre que Naiwer commence à comprendre qu'il doit y avoir encore autre chose, qu'il faut que ce n'est pas par ces deux seuls espaces, sa collectivité, sa société, et puis le laboratoire des scientifiques, ce n'est pas par ces deux seuls espaces qu'il va trouver la chose. Donc, il a l'intention de se tirer. Et éventuellement, et ce que l'on va voir, c'est que Nathalie va lui donner cette opportunité. À partir du moment où Nathalie lui explique et lui demande de continuer ses mathématiques, où elle le critique, elle le pousse à bout, Naiwer voit l'occasion d'échapper à l'impasse dans laquelle il s'est trouvé, ou à la limite, d'échapper à la limite à laquelle il s'est porté, de dépasser cette limite. Et c'est pour cela qu'il va donner son âme à Nathalie. Alors, maintenant, il y avait quelque chose sur... évidemment, ça concerne l'évolution de la femme, hein, la psychanalyse beaucoup, hein, ce qu'on appelle la femme qui a le droit de vote depuis quelques années, qui a une âme depuis pas plus longtemps, enfin pas beaucoup plus longtemps, etc. Et celle que l'on met encore sous des capuchons, sous des... si on se sert de nouveau de du modèle de la chose, du modèle optique, hein, du modèle de la chose réfléchie dans le cerveau donne une image réelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi une image subvocale, enfin quelque chose comme ça, mais c'est-à-dire ce qu'on a appelé un placebo, et ce placebo étant repris par la division, par la vision du dit, on sait qu'il offre une image virtuelle qu'on appelle l'alibi. Qu'est-ce que c'est qui arrive à la femme de nos jours? Qu'est-ce qu'on voit? La clinique de
de la, de la société aujourd'hui d'ailleurs, où une Australienne ou un Australien, une personne australienne donc a eu une identité légale. Hein, le gouvernement australien a admis que cette personne avait un genre ni femme ni homme. Hein, ça date d'aujourd'hui ou d'hier. Mais on voit que la chose, si la femme veut savoir qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que c'est que cette chose, cette chose, ce corps qui jouit, ou cette chose qu'elle craint de devenir, etc., dans les séductions de l'homme, etc. Bon, bref, cette chose, on la voit en effet dans le féminisme, quand elle devient l'image réelle de la chose. On voit que la féministe, on l'a assez remarqué, opère, elle fait comme un homme, elle fait l'homme. Et on a critiqué les femmes de ne pas être réellement, si elles sont féministes, qu'elles signifient ou qu'elles manifestent leur féminité, mais elles n'y arrivent, ou elles y sont arrivées, on l'a bien vu souvent, que donc en faisant l'homme, c'est-à-dire en faisant le placebo, en faisant cette image réelle de la chose, et c'est un placebo, hein, une femme qui n'est pas femme, hein, à ce moment-là. Ou bien elle est l'alibi, et ça, c'est la femme opprimée, battue, voilée. C'est elle donne par ce qu'on appelle cette espèce de masochisme ou cette victimisation, elle donne à l'homme un alibi pour qu'il la prenne comme sa chose, hein, finalement quelque chose. Donc on voit que l'histoire de l'émergence de la féminité, de la femme, comme on dit la femme libérée, mais c'est-à-dire simplement une femme féministe assumée, ou réellement un peu, donc j'en parlais dernièrement, comme les fémènes actuellement semblent pouvoir garder intégralement un aspect de revendication de leur essence, de leur essentiel, ou de leur chose, de ce qu'elles sont, comme une chose corporelle, une chose humaine. Et Nathalie, évidemment, va chercher à sortir, enfin, elle fait ce parcours et elle le montre dans le moment où elle, puisqu'on en est au chapitre 5, il va y en avoir 18, hein, dans ce chapitre 5, elle est assignée, où elle montre cette étape où elle va s'identifier à l'homme, où elle prend l'identité de l'homme. Donc, c'est dans cette conjonction que Weiner, pour lui, trouver à être, à exister, ou à savoir, va donner à Nathalie son âme. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire dans le roman? Ça veut dire que les scientifiques, le doublon de Deniwer, qui est parmi les scientifiques, l'autre qui correspond, va croire, va toujours penser qu'il est en communication avec ce scientifique. Et du fait d'avoir comme communicateur cet objet, Nathalie va avoir les informations, ou va avoir tout ce qu'on appelle l'UCMPP aussi, enfin toutes les données de Naiwer, à qui elle peut s'identifier. Ça va l'embarrasser, évidemment, mais elle va donc prendre cette âme, ce âme ou cet habit. Et donc voilà à peu près où on en est dans ce 5e chapitre. Hein. C'est
si on le résume, la première partie, c'est la, la limite des procédés de négation, c'est-à-dire du refoulement. C'est dans la levée du refoulement la tendance ou l'occasion de trouver l'essence, mais avec le risque que ce soit en régression. Et par conséquent, pour continuer la tension du progrès, au-delà, une fois le refoulement levé, l'exigence de la science va entraîner une division, et cette division va se manifester, va se traduire dans les phénomènes d'identification entre hommes et femmes, et principalement dans une identification de la femme à l'homme. Pour rassurer ou pour conforter ce que je dis là, cette identification de la femme à l'homme a été, dans les chapitres de l'hystérie, théorisée, reconnue et assez bien raisonnablement énoncée, hein, s'agissant de l'identification psychique de la femme au phallus, par exemple. Mais là, on est dans une névrose qui est dépassée, par l'identification au corps masculin ou au comportement masculin. Mais ce qu'il faut, là aussi, ce que Nathalie va probablement, on peut l'espérer, tenter de dépasser à son tour. Donc voilà. Voilà, est-ce que je l'ai bien présenté, ce chapitre 5? Est-ce que c'est un ensemble qui paraît un peu cohérent ou qui a une substance, ou faut-il éclairer certains de ces aspects? Moi j'aimerais une articulation de tout ce propos-là avec quelques moments dans le chapitre, oui, où il y a manifestement la tentation sexuelle. Oui. À un moment où il doit relever la machine, où Nathalie saute et nue, et le pousse nu, etc. À un autre moment où lui est rassuré parce qu'il la sert habillée dans le cockpit de l'appareil. Je vois là, de toute évidence, cette femme est toute proche. Si rien n'intervient, elle quitte l'université et découvre ce que pour l'instant elle ne fait qu'écrire au couvent ou dans un bordel. C'est plus ou moins ou pas contre un complexe de sexuel dans leur solution. Voilà, c'est l'articulation de ton propos avec la sexualité en général. Oui. Disons que mon propos en général, pour répondre à la question de la sexualité en général, mais le propos en général, c'est-à-dire la scène, va chercher à on va décrire un maintien de la sexualité à travers les développements scientifiques qui ont commencé par le contrôle des hormones, par la pilule, qui ont continué avec les fécondations
in vitro, les clones, la possibilité ensuite d'avoir des relations enfin des relations dites sexuelles ou de semblant sexuel avec des avatars, ou ce que l'avenir nous promet de contrôle scientifique de la sexualité. Dans ce contexte-là, ce que la scène va décrire, c'est que la sexualité se maintient, malgré tout ce qu'on peut en démonter. Et que, donc, à mon impression, ou à mon sentiment, la présence de l'émotion sexuelle dans le chapitre 5, lorsque un homme et une femme sont seuls à faire cette expédition, le maintien, enfin la présence de l'émotion sexuelle est ce qui les accompagnera toujours, malgré précisément tout ce qui va se passer de déplacement d'identité, de confusion des identités, du savoir, et même malgré l'acquisition du savoir. Hein. À ce titre, ou en parenthèse, et pour revenir aussi un petit peu de manière rattachée à ce que je disais sur mon adhésion au lacanisme et au fait que je le continue en le transformant, c'est-à-dire en rectifiant des fautes ou des erreurs ou des manques, tels celui par exemple de n'avoir pas vu la réfraction, mais il y a beaucoup d'autres choses que j'ai citées par ailleurs et que j'aurai peut-être l'occasion de redire, mais en l'occurrence il y a une chose, c'est que lorsque Lacan fonde beaucoup de son discours sur le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est une chose à laquelle j'objecte. Je pense qu'il y a que son aphorisme ou que ce sophisme, enfin cette façon dont ou ce à quoi il aboutit dans le déchiffrage du rapport sexuel, je pense que c'est un sophisme et et là pour faire une parenthèse dans les parenthèses, mais on voit souvent Lacan faire allusion à la cosmologie, à faire la comparaison entre la psychanalyse et la science du cosmos, la comparaison avec Freud et son geste copernicien. Il parle de Newton, et il en parle très bien, de façon très intéressante, dans ce séminaire, il le fait souvent. Je pense qu'il y a eu un astronome qui s'appelait Tycho Brahe, et qui a très bien montré l'étape de Lacan. Tycho Brahe était en opposition avec Kepler. Ils ont travaillé ensemble, mais Tycho Brahe pensait que l'astronomie devrait, ou allait devoir, ou c'était toujours ou opérer nécessairement en estimant que la Terre était immobile et que c'était tout le reste qui tournait autour. Et ça le menait à des conversations et des divergences avec Kepler. On connaît l'histoire de la pierre et du mât. Hein, une pierre qui est lâchée du haut d'un mât, si le bateau avance, est-ce que la pierre va tomber au pied du mât ou tomber derrière? Et Tycho pensait que la pierre devait tomber derrière le bateau. Lorsque un canon tirait dans le sens de rotation de la Terre, ou dans le même sens ou dans le sens inverse, Tycho pensait que l'obus devait tomber plus près ou plus loin, selon
la direction du tir. Et par conséquent, comme il voyait que les obus tombaient toujours à la même distance, qu'on tourne le canon dans un sens ou dans l'autre, il en concluait que la Terre ne bougeait pas. Et mais ça c'est cette absence de rotation de la Terre par rapport à l'univers, enfin l'univers qui lui est en rotation, mais ce rapport de la Terre à l'univers, je pense, est comparable. Il est assimilable à ce que Lacan énonce aussi d'absence de rapport sexuel. C'est-à-dire que l'un des termes est posé comme fixe dans la vision de Lacan. Et d'ailleurs, il l'a manifesté quand il a commenté un livre qui s'appelle Le titre de la lettre. C'est possible que ce soit dans ce séminaire ou dans un... Enfin, bon, mais là, on entre dans des choses très détaillées de l'histoire du lacanisme. Donc voilà, persistance de la libido. Huit minutes. Est-ce que le fait que nous ne puissions pas remplir de bruit ces 8 minutes, est-ce que ça correspond exactement à ce que je disais du manque d'audience, du pas d'audience? C'est-à-dire, est-ce que donc, dans l'ordre de ce je n'en veux rien savoir, ou de n'en vouloir rien savoir qui occuperait l'activité humaine, est-ce que nous sommes bien là au point de provoquer cette ultime frontière, hein? Ou alors, comme l'indique Serge, elle ne serait remplissable que de libido, d'éros ou de... Est-ce que l'appareil rentre dans le jeu de l'intersubjectivité? Comme il y a une intersubjectivité entre Weiner et Nathalie, entre l'homme et la femme, il n'y a pas, Lacan dit, il n'y a pas le rapport sexuel. Je veux dire exactement, mais enfin bon, il y a quand même l'intersubjectivité. Alors, avec l'appareil, en quel sens, pour le dire autrement, qu'en est-il du rapport entre le cybernéticien et l'appareil? Il y a plusieurs choses là. Entre le cybernéticien et l'appareil, c'est... Si on se sert de cette entreprise très intuitive qui est l'écriture du roman, le cybernéticien, au point où on en est là dans le roman, va disparaître. Et effectivement, probablement, il ne réapparaîtra pas. Donc, c'est un rapport soit de disparition, soit de dilution ou de fusion ou dans l'appareil. Hein. Maintenant, la question de l'intersubjectivité, l'appareil n'est pas un sujet.
n'est pas subjectif, hein, peut-être pas, hein, ou qu'il soit intelligent ou qu'il y ait une intelligence artificielle, il est pareil au grand autre. L'appareil est écrit avec un grand A. Hein. Il y a un séminaire de Lacan qui s'appelle d'un petit autre à l'autre, hein, je crois, d'un autre à l'autre, je crois. On serait plus dans cette perspective-là que dans celle de l'intersubjectivité, parce que l'autre n'a pas de subjectivité, dans le sens où, dans ces formules tout à fait justes, hein, il n'y a pas d'autre de l'autre, par exemple, donc il ne peut pas y avoir de relation intersubjective avec l'autre, non plus avec son pareil. Quant à l'intersubjectivité, on sait que, enfin, il me semble, ou ça pourrait être examiné attentivement, cela, donc dans le lacanisme, l'intersubjectivité n'est pas sexuée. C'est précisément pour ça qu'il conclut au fait qu'il n'y a pas de rapport, il y a une intersubjectivité dans le lacanisme entre deux semblants finalement, où il y a un manque ou un ratage de l'intersubjectivité qui existe, mais qui n'aboutit pas au rapport sexuel. Hein. Dans cette, bon. Lorsque l'on introduit soit le référent, ou c'est-à-dire la chose, ou l'appareil, ou le pareil, ou l'appareil qui peut faire, qui peut compléter l'opération intersubjective, à ce moment-là, le soupçon que j'écris en écrivant la scène, c'est qu'à ce moment-là, puisse opérer une intersubjectivité effectivement sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sexuel. Je reviens sur cette chose-là, c'est-à-dire que la Terre tourne, c'est-à-dire qu'il y a un double déplacement des coordonnées. La Terre tourne dans son univers qu'elle voit tourner, enfin, ou qui tourne autant l'un que l'autre. Et voilà, une ébauche d'écho, enfin un écho, j'espère, et une ébauche d'explication peut-être. Il est 59, nous allons arrêter, et donc on peut continuer, hein, mais je vais arrêter moi ici.